moment qu'il y a un microphone ou quelque chose qui vous permet d'enregistrer ou même à l'occasion d'écouter, sachez que vous êtes pas en sécurité. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Nos appareils électroniques sont-ils bourrés de mouchards qui nous écoutent à notre insu ? On revient dans cette émission sur ce qu'on peut désormais appeler l'affaire Cox Media Group. On en parle avec mon camarade Bruno Guglielminetti. Vous verrez qu'il a une vision assez inquiétante du sujet. L'actu de la semaine, c'est aussi Pavel Durov, le patron de Telegram, qui sort de son silence et promet de mieux contrôler sa messagerie. Xavier Niel qui rejoint TikTok à la surprise générale. Les innovations de la semaine, on ira faire un tour au salon IFA de Berlin pour jeter un coup d'œil sur les nouveautés télé, PC, smartphone et même aspirateurs connectés. Dans la deuxième partie de cette émission, on s'intéressera aux satellites qui tournent autour de nos têtes et qui nous rendent de plus en plus de services. C'est un nouveau rendez-vous dans Monde Numérique en partenariat avec Capgemini Technovision. On va parler aussi de logiciels libres, ces programmes souvent gratuits qui peuvent rendre plein de services, mais qui ne sont pas très connus. Le journaliste Thierry Pigault leur consacre un livre. Enfin, on retrouvera comme chaque mois le prospectiviste Olivier Parent qui décortique des films de science-fiction et cette semaine il nous parle de Wall-E. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 7 septembre 2024. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Merci d'écouter Monde Numérique. Merci car vous êtes de plus en plus nombreux. Cette semaine, on a repassé le cap des 100 000 écoutes par mois. Donc, pas mal. Ça avait un peu baissé ces derniers mois puisque, notamment depuis que Apple a changé son mode de comptabilisation des écoutes de podcasts, donc tous les podcasts de France et de Navarre et d'ailleurs avaient un petit peu pris un coup. Mais voilà, écoutez, alors on remonte la pente et visiblement, notamment le rendez-vous quotidien que je vous propose désormais, trouve son public et vous convient. Donc, merci aux auditeurs de Monde Numérique, les anciens et les nouveaux. Et si vous voulez qu'on se parle, justement, la semaine dernière, j'évoquais, je cherchais un espace où on pourrait communiquer. Alors, peut-être une piste, si vous êtes abonné à la newsletter de Monde Numérique, vous pouvez aller dans le chat de la newsletter. Il y a déjà du monde et c'est plutôt sympa. Ça permet de converser, de s'envoyer des messages, de commenter les sujets d'actualité. Et on se parle en direct, je réponds à tous les messages. Voilà, vous vous abonnez à la newsletter en allant sur mondenumérique.info, INFO. Et puis ensuite, non seulement vous aurez la newsletter chaque matin dans votre boîte mail, et en plus, vous pourrez vous connecter au chat pour discuter. L'actu de la semaine. Ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actu cette semaine, c'est notamment Telegram, la messagerie qui était sous les feux de l'actualité la semaine dernière avec l'arrestation de son fondateur Pavel Durov à Paris. 15 jours après, le patron de Telegram sort de son silence. Il prend la parole, en tout cas à l'écrit, dans un communiqué publié sur son compte Telegram, dans lequel il se défend. Il estime notamment que la procédure judiciaire dans laquelle il est impliqué en France, puisqu'il est sous contrôle judiciaire, il n'a pas le droit de quitter le territoire et il fait l'objet d'une enquête, mais il juge cette procédure surprenante et erronée, dit-il. Il estime que Telegram n'est pas une sorte de paradis anarchique. Il ne se considère pas comme responsable de tout ce qui se passe sur sa plateforme et il affirme que Telegram collabore avec les autorités en supprimant chaque jour, dit-il, des millions de messages et des canaux nuisibles. Mais il reconnaît que la plateforme a connu une très forte croissance, ce qui a occasionné des difficultés à répondre à ces sollicitations de la justice notamment, et ce qui a permis à des criminels d'abuser de la plateforme. Donc Pavel Durov ne baisse pas la garde, mais il promet d'améliorer considérablement les choses et il annonce pour bientôt des précisions sur la manière dont Telegram va lutter contre les contenus illicites. Au rayon intelligence artificielle cette semaine, l'attraction, c'est une plateforme chinoise qui s'appelle Minimax. Minimax, c'est une nouvelle IA qui permet de générer des vidéos. Vous écrivez ce que vous voulez, un prompt, par exemple Will Smith mangeant des spaghettis avec Donald Trump,
et l'IA vous fabrique ça sur mesure et le résultat est impressionnant. Les images, notamment de personnes humaines, sont particulièrement réalistes. Alors, ça a fait beaucoup de buzz cette semaine, même si je trouve qu'il y a quand même encore un petit côté cartoon qui est assez visible, mais c'est vrai qu'il y a des améliorations visiblement en ce qui concerne les mains, puisqu'on sait que c'est une difficulté pour les IA génératives, notamment pour les images fixes, mais encore plus pour les images vidéo. Faire des mains avec des doigts qui bougent, c'est très compliqué, et là, Minimax en sort plutôt pas mal. La performance aussi, c'est que c'est la possibilité de réaliser des vidéos en à peine quelques minutes, mais c'est limité à quelques secondes. Par exemple, il faut 2 minutes pour réaliser une vidéo de 6 secondes. Minimax est donc chinois, et avec des actionnaires de poids, Tencent et Alibaba, 2 poids lourds de la tech chinoise. Et ce qui est intéressant, c'est de constater, de remettre ça dans un contexte international. C'est un vrai concurrent pour les outils équivalents, notamment américains, notamment Sora de OpenAI, qui est l'outil qui promet plein de choses en matière de vidéo, mais qui n'est pas encore sorti. Minimax sera surtout destiné au marché local chinois, notamment pour les entreprises chinoises qui ne peuvent pas utiliser les technologies américaines. Vous pouvez l'essayer en allant sur le site minimaxi.com, mais attention, tout est en chinois. À propos de la tech chinoise, justement, une nouvelle qui a fait pas mal de bruit cette semaine, elle concerne TikTok, ou plus exactement la maison mère de TikTok, ByteDance, qui va accueillir désormais un nouveau membre au sein de son conseil d'administration. Ce n'est autre que le français Xavier Niel, patron de Free, fondateur de Iliad. Voilà, il prend un siège au CA de ByteDance, il remplace d'ailleurs un autre français. Alors c'est assez étonnant, évidemment, on n'attendait pas forcément ça de Xavier Niel. Que vient-il faire dans cette galère? Non, quand même pas. Xavier Niel passe-t-il du côté obscur de la force en rejoignant TikTok? Alors c'est juste en tant que conseiller au sein du board. Il aura un rôle essentiellement consultatif. C'est vrai qu'il pourra en théorie orienter les décisions stratégiques de TikTok et peut-être aider TikTok à se faire une place sur le marché européen, malgré la sale réputation qui lui colle à la peau, les accusations concernant l'addiction, la surveillance, la captation des données, etc., etc. En fait, Xavier Niel fait ce qui se pratique beaucoup, notamment dans la Silicon Valley, où les grands patrons des entreprises siègent souvent au conseil d'administration d'autres entreprises ou de start-up, ce qui permet des échanges d'idées, de stratégies, etc., etc. Allez, on termine ce round-up de l'actu tech avec une petite page People. Avez-vous remarqué comment la candidate démocrate à l'élection américaine, Kamala Harris, utilise son téléphone? Sur les images à la télé ou sur les réseaux sociaux ou dans la presse, on voit qu'elle est tout le temps avec des écouteurs filaires. Alors, ça peut surprendre, parce que ça fait bien longtemps quand même que les écouteurs Bluetooth sans fil True Wireless existent. Donc, il y a un petit côté un peu old school. On pourrait penser que peut-être c'est parce que, comme beaucoup de gens, au fond, elle fait partie de ces personnes qui ont tendance à égarer leurs écouteurs sans fil. Eh bien non, en réalité, selon le site américain Politico, ce serait pour des raisons de sécurité et de confidentialité des données. En effet, le Bluetooth, ce sont des ondes radio, et donc, oui, en théorie, ça peut être intercepté si quelqu'un se trouve à proximité de la candidate pendant qu'elle passe un coup de fil et qu'il a l'équipement adéquat, on va dire. Il y a potentiellement un risque d'intercepter et d'écouter les communications. Surtout dans un contexte d'espionnage, de manipulation tous azimuts, comme on le voit aux États-Unis depuis pas mal de temps. On se souvient notamment des fuites des emails d'Hillary Clinton qui avaient été piratés. Donc, prudence également pour les coups de fil. Et finalement, c'est comme ça qu'on se retrouve à utiliser parfois de vieilles technologies qui peuvent montrer plus de résilience que des technos dernier cri. À propos d'écoute et de surveillance, justement, il y a un sujet qui fait beaucoup de bruit en ce moment. On en parle tout de suite avec mon camarade Bruno Guglielminetti que l'on rejoint de l'autre côté de l'Atlantique. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti, comment vas-tu? Salut Jérôme Colombin, ça va bien toi? Ouais, ravi de te retrouver.
Bon, cette semaine, Bruno, je pense qu'il faut qu'on revienne sur cette histoire de Cox Media Group, donc cette société américaine qui aurait mis au point un système permettant d'écouter les conversations via les smartphones, mais aussi via les téléconnectés, les assistants vocaux, etc., pour envoyer de la publicité ciblée. Parce que moi, j'en ai parlé sur Monde Numérique dans un épisode spécial, mais j'ai une approche plutôt positive, rassurante par rapport à ça. Et toi, au contraire, tu as une vision beaucoup plus pessimiste de cette histoire-là. Ouais, parce que ça vient confirmer une bonne vieille légende urbaine qui disait que tiens, nos appareils nous écoutent. Et là, qu'est-ce qu'on voit arriver? C'est que grâce à une fuite d'un document de chez Cox Media Group que tu mentionnais, on découvre que c'est un genre de service dont ils se vendent. Dont ils se vantent et auprès de leurs clients potentiels en disant, écoutez, nous, on travaille déjà avec Google, Amazon et Meta en utilisant différents outils, dont celui-là qui nous permet d'écouter ce qui se passe en utilisant le micro des appareils et puis d'un téléphone, mais aussi de d'autres appareils électroniques. Et puis, en conjoncture avec 470 autres données, on met tout ça dans une intelligence artificielle et on arrive à vraiment avoir une expérience, un profil de quelqu'un à qui on peut lui offrir de la publicité ultra personnalisée. Et c'est ça où je trouve un peu, c'est un peu alarmant de voir que, tu sais, Jérôme, faut pas être naïf. S'il y en a un qui se vante, il y en a plusieurs qui le font, mais qui n'en parlent pas. Et c'est un peu ça que je fais comme portrait. Alors évidemment, cette technologie d'écoute active, je la trouve un peu embêtante. Mais de l'autre côté, ça confirme quelque chose qui nous semblait réel, mais dont on n'avait jamais eu la confirmation. Oui, mais alors moi, je sais pas. Je suis pas convaincu à 100%. D'abord, cette application, cette technologie, Active Listening, on n'a quand même pas beaucoup d'infos dessus. On ne sait pas trop de quoi ils se vantent. Comme tu le dis, en fait, ils évoquent aussi tout un ensemble de technologies qui permettent de créer des profils. Donc, ce ne serait qu'une petite partie. Et ensuite, ça veut dire quoi? Parce qu'en théorie, on peut pas comme ça écouter dans les smartphones aujourd'hui. Quand le micro de ton téléphone est activé, il y a un petit signal qui s'affiche en haut de l'écran qui t'indique qu'il y a une appli qui utilise ton micro. Donc, en principe, les écoutes sauvages comme ça, c'est pas possible. Est-ce que tu crois vraiment que c'est sérieux tout ça? J'aime bien la façon que tu l'amènes parce que officiellement, c'est pas possible. Sauf que dans les faits, on le sait, il existe des logiciels qui sont utilisés par ou des agences de renseignement ou peut-être même des gens mal intentionnés. Je dis ça, mais c'est avec un sourire, mais c'est pas drôle. Des gens qui ont développé des solutions qui fonctionnent sur les téléphones mobiles, mais aussi sur les bornes intelligentes là, qu'on a chez nous, qui permettent à des gens qui sont, en tout cas, qui ont besoin d'informations, d'écouter ce qui se passe dans une pièce. Et c'est pour ça d'ailleurs que depuis très longtemps, on invite toujours les gens lorsqu'on assiste à des réunions qui sont importantes et délicates à prendre leur téléphone, à les isoler dans un isoloir et comme ça, on a la paix. Mais donc, techniquement, ça se fait. Et la petite lumière qui montre que le microphone fonctionne, il y a des façons de la contourner aujourd'hui. Et donc, techniquement, ça se fait. Je te dis pas que les gens de Cox Media Group avaient cette technologie-là, mais sachant que une fois qu'une application est lancée, il y a énormément d'informations qui se transgigent là-dessus. Peut-être qu'effectivement, dans le nombre d'éléments qui sont envoyés, il y avait des extraits. Oui, mais tout se fait d'un point de vue technique, ça je suis d'accord avec toi. Mais il y a des choses qui se pratiquent, on va dire dans un cadre de renseignement militaire, etc. Est-ce que ça exploite souvent ce qu'on appelle les failles 0D, c'est-à-dire des vulnérabilités qui n'ont pas été découvertes, qui n'ont pas été rendues publiques. Il y a eu des précédents avec cette société israélienne qui commercialisait même un outil qui permettait de pénétrer WhatsApp et compagnie. D'accord. Donc
tout est possible. Mais est-ce qu'une entreprise qui fait du marketing va s'amuser à utiliser ce genre d'outils et en plus à le commercialiser auprès de grands clients, sachant que malgré tout, ça reste interdit, ce genre de pratique. Tout à fait. Et puis plus particulièrement en Europe, qui est la terre de la protection de la donnée privée. Ouais. Moi, je peux être sûr que la Commission européenne, il y a quelqu'un en Irlande qui va se pencher sur le cas de Cox Media Group parce qu'ils vont vouloir avoir de l'information, sachant que cette entreprise-là, il y a une partie de sa business qui est faite sur votre territoire. Alors, probablement que dans les mois à venir, il y a des enquêteurs qui vont débarquer là-bas dans leur bureau et puis qui vont demander de voir qu'est-ce qui se passe exactement. Ça, c'est le côté rassurant de l'histoire. Mais dans les faits, il y a bien des endroits sur la planète, malheureusement, où il n'y a pas encore de juridiction ou de contrôle bien établi. Je te parle pas du Canada, je te parle pas des États-Unis, mais il y a des terres encore qui sont plutôt vierges dans le domaine. Et ça, je pense qu'il n'y a pas une boîte publicitaire qui se ferait, malgré toute l'éthique là, qui est soulevée par cette question-là, je pense qu'il y a des gens qui ne se feraient pas trop de mauvais sens à utiliser cette technologie-là. Mais ça soulève quand même des questions et le fait que maintenant, il y a un document public qui a été rendu public malgré la volonté de la compagnie, moi, je trouve ça intéressant parce que ça relance la discussion avec de l'information maintenant pour nourrir cette discussion-là. Puis après, moi, je laisse ça dans les mains des législateurs pour faire enquête. Bon, écoute, oui, bien sûr. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop inquiéter les gens. Et en plus, sur ces histoires d'écoute active dont on parle depuis longtemps, on sait aussi que les grandes plateformes ont d'autres manières de nous pousser de la pub ciblée et de nous profiler. Et elles n'ont pas besoin d'écouter toutes nos conversations, sans compter les contraintes techniques que ça représenterait, de capter comme ça des millions de gigaoctets de données, de les faire transiter par le cloud, etc. Mais ça, c'est intéressant ce que tu amènes, parce qu'il y a un truc, ici au Canada, ça a fait jaser beaucoup. Tu sais que dans le monde, il y a un regroupement qui s'appelle Echelon, qui retrouve le Canada, les États-Unis et l'Australie. Un réseau d'écoute. Exactement. Piloté par les États-Unis. Exactement. Et longtemps, ça a existé, mais ils engrangeaient des millions de conversations, d'échanges par jour. Mais ils ne savaient pas quoi faire. Ils n'avaient pas la donnée humaine. Moi, je me souviens d'avoir couvert le sujet, mais aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, ils sont capables d'analyser en temps réel toute cette information-là. C'est les révélations d'Edward Snowden, hein? Entre autres. Et donc, on se retrouve avec ça. Mais en tout cas, de mon côté, je terminerai en disant que le conseil que je dis à tous les journalistes ou les gens que je rencontre qui m'abordent sur cette question-là, c'est que du moment qu'il y a un microphone ou quelque chose qui vous permet d'enregistrer ou même à l'occasion d'écouter, sachez que vous n'êtes pas en sécurité. Bon, écoute... Si vous avez quelque chose à cacher. On va attendre la suite les développements éventuels de ce sujet très chaud. Bruno, il y a autre chose, un peu dans le même ordre d'idée. Moi, j'ai tilté cette semaine sur un sujet assez étonnant. Je ne sais pas si tu as vu qu'aux États-Unis, la police utilise l'intelligence artificielle pour générer automatiquement des rapports suite à des interventions. Alors, c'est assez étonnant. Ça. Ouais, non. En fait, c'est de l'IA générative, c'est basé sur ChatGPT. Il y a quelques villes américaines, il y a Oklahoma City, il y a Lafayette dans l'Indiana, il y a dans le Colorado également. En fait, c'est une techno qui s'appelle Draft One et qui utilise, comme tous les policiers américains ont une caméra qu'ils portent sur eux, à la fois ils filment les scènes de tout ce qui leur arrive et ils enregistrent le son. Alors ça se base sur l'audio apparemment, et ensuite quand le policier rentre au commissariat, on sait que tous les policiers du monde, il y a un truc qui est pas drôle du tout pour eux, c'est de faire des rapports, dès que des rapports écrits pour raconter telle ou telle intervention. Et bien là, en fait, c'est un outil qui va générer automatiquement le rapport de police. C'est assez incroyable, hein. Oui, puis après, le policier a qu'à repasser à travers les notes pour voir ce qui est correct ou s'il y a de l'information à rajouter. Alors exactement. Le truc, c'est que pour l'instant, c'est quand même limité déjà à des opérations qui ne nécessitent pas d'arrestation. Et surtout, il y a l'obligation pour les policiers de relire, et effectivement, de vérifier tout ça. Et je crois même que le système injecte artificiellement des erreurs
pour tester la sagacité des policiers, tu vois, des détails surréalistes comme ça pour des fausses informations que le policier doit détecter. Et comme ça, c'est une manière de s'assurer qu'il a bien lu le rapport de police. Mais en tout cas, il paraît genre, que les au même policiers... moment, une girafe est passée derrière. Oui, tout à fait. Voilà, une girafe est passée derrière. Si tu vois ça, bon, normalement, ça arrive assez rarement quand même. Mais il paraît que les policiers américains qui utilisent ça, ils adorent ce système-là parce qu'effectivement, ça leur fait gagner beaucoup de temps. Voilà. Ah, c'est intéressant. Restons de ce côté-ci du monde, mais un petit peu plus au sud, au Brésil. Tu as vu ça, toute cette histoire avec X et Elon Musk? Ah bah ouais, Elon, qu'est-ce qu'il a fait alors? Qu'est-ce qui se passe au Brésil avec Elon Musk là? J'ai vu qu'il était très énervé encore. Ouais, un peu. Ben, le problème, c'est que Elon Musk et son réseau X avaient des ennuis, ben, ils en ont toujours, avec la justice brésilienne. Et là, ben, il y a un juge qui a demandé d'avoir un répondant parce que X a tout simplement fermé les bureaux au Brésil. Mais il y avait quand même des choses qui se passaient au niveau de la justice avec X. Alors, le juge a demandé à X ou à Elon Musk d'avoir un répondant officiel au Brésil. Et Elon Musk a dit non, merci. Alors, oui. Et le juge a dit, bon, ben, si c'est comme ça, à partir de maintenant, X n'est plus accessible sur le terrain. Alors, ils ont demandé aux fournisseurs d'accès Internet de fermer l'accès, exactement, de couper les accès. Et là, ben, évidemment, il y avait toujours cette réalité-là de pouvoir mettre un VPN et d'y accéder. Alors, le juge, étant proactif et connaissant un peu ce qui se passait dans la vie, il a dit, écoutez, si vous utilisez X en utilisant un VPN à partir du territoire brésilien, c'est 9 000 $ d'amende. Alors, évidemment, ça a fait comme réfléchir des gens. Ça calme. Ouais. Entre-temps, le juge est quand même revenu sur son histoire. Et puis, le seul fournisseur Internet qui dessert le Brésil, qui a décidé de ne pas se fermer les écoutilles, ben, sans surprise, c'est Starlink. Ben oui, qui appartient à Elon Musk. Exactement. Alors, il n'y a pas du tout un conflit d'intérêt. Il a dit, ben, moi, avec mon système, on pourra toujours l'utiliser. Mais évidemment, il y a toujours cette amende qui pend. Alors, il n'y a pas beaucoup de Brésiliens qui ont décidé de poursuivre leur utilisation de X. Et de l'autre côté, ben, il y a Blue Sky, qui est le fameux réseau social qui avait été développé par Jack Dorsey, qui... cofondateur de Twitter. Exactement, qui, lui, bon, ben, essaie de vivoter à travers l'océan. Et lui, du coup, il a reçu 2 millions de nouveaux utilisateurs. Alors, pour une plateforme... c'est tout bénef pour lui. Oui, et puis pour une plateforme qui en comptait environ 8, tu t'imagines, tu as 2 millions d'utilisateurs qui arrivent. Il y a eu un tsunami sur les serveurs de Blue Sky, mais ça a tenu le service. Et là, ben maintenant, on parle pas mal plus en portugais qu'auparavant sur Blue Sky. Et ben, les gens de Blue Sky sont bien contents de cette histoire-là. Jack Dorsey peut dire merci à Elon Musk, qui a fait une grosse boulette quand même là. Ouais. Enfin... Ouais. Puis même d'un point de vue business, c'est pas très malin de sa part. Non. Parce que ça fait beaucoup de monde au Brésil, hein. C'est beaucoup de gens, c'est une économie importante. Et là, ben évidemment, cette histoire-là n'est pas terminée. Alors, on va voir comment dans les mois à venir, là, ça va aller. Et pendant ce temps, il lance sa télé, le brave Elon. Ben oui, t'as vu ça passer, hein? Pour faire qu'on pète à YouTube. Exactement. XTV. Au début, on comprenait pas bien ce truc-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je trouve que c'est sur le fond, sur l'aspect médiatique, c'est pas absurde. Alors bon, indépendamment de ce qu'on peut penser de X, d'Elon Musk, etc. Mais je trouve que c'est hyper moderne, entre guillemets, d'envisager que sur sa télé, demain, on puisse accéder à X, parce que X, aujourd'hui, c'est de moins en moins du texte, c'est de plus en plus de la vidéo, c'est un peu comme YouTube, comme les shorts de YouTube, c'est un peu comme TikTok, etc. Encore une fois, sans parler de la qualité ou de la mauvaise qualité des contenus, mais il n'y a pas que de la mauvaise qualité, cela dit. Voilà, je trouve ça assez surprenant et assez novateur. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, novateur, je ne suis pas certain, parce que dans le fond, ils vont rejoindre les TikTok qui sont déjà sur les télés intelligentes, YouTube qui est là depuis longtemps, Facebook est là depuis longtemps. Alors, mais même moi, j'étais surpris de voir que X n'était pas, à l'époque de Twitter, ils n'étaient pas présents sur les téléviseurs, mais bon.
probablement qu'à l'époque, les choses portaient moins à la chose. Maintenant que X se positionne vraiment comme étant une plateforme d'information, de divertissement, ça a tout bon. Et puis, ce qui est intéressant, quand tu lis le détail de l'offre, c'est d'une part, oui, tu auras accès aux comptes auxquels tu es abonné, puis même ceux auxquels tu n'es pas abonné, mais il y a aussi une offre exclusive sur la plateforme de XTV qui sera proposée. Et ça, j'ai hâte de voir qui va oser faire affaire avec Elon Musk. C'est sûr que, bon, il y a déjà des grands journalistes vedettes des États-Unis là, qui présentent leur émission. Eux autres vont être contents de retrouver le petit écran de cette façon-là. Mais j'ai hâte de voir le reste du catalogue qui sera proposé bientôt. Ouais, bien sûr. Voilà. Non, mais je trouve ça intéressant sur l'aspect média. Alors, tu as raison, il y avait déjà des précédents avant. Finalement, X se contente de faire comme les autres, mais c'est quand même une transformation complète. Oui, pour eux, c'est beaucoup. Voilà, ouais. Exactement. Voilà. Bon, à part ça, Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans mon carnet? Qu'est-ce que je suis heureux que tu me poses la question. Des invités fort intéressants. Cette semaine, entre autres, j'ai le directeur d'un livre avec plusieurs auteurs qui traitent de la gestion et du management, pour utiliser un mot que les Français aiment bien, dans le contexte de l'ère numérique. Je parle aussi avec un patron d'une boîte qui, lui, pousse sur les influenceurs, mais uniquement sur LinkedIn. Alors, ou LinkedIn, comme on dit en France. Et puis, il y a aussi... moi, j'aime mieux LinkedIn. Tout le monde se moque des gens qui disent LinkedIn. Et puis, sinon, j'ai aussi une entrevue avec, ça c'est intéressant, c'est l'École de design de l'Université du Québec, ici à Montréal, qui fête ses 50 ans. Et eux ont décidé d'avoir une réflexion sur la place de l'intelligence artificielle dans le contexte du design. Il y a des gens qui viennent d'un petit peu partout, notamment d'Europe, mais aussi des États-Unis, et qui viennent parler de ce sujet-là. Ça va se passer au mois d'octobre, mais moi, je voulais me prendre d'avance. Alors, je parle avec une des profs de l'École de design ici à Montréal. Alors, ça ressemble un peu au programme. Écoute, ça a l'air super intéressant et j'invite tous mes auditeurs à aller tendre une oreille du côté de mon carnet, comme d'habitude. Oui, j'invite les miens, les gens qui sont en train de nous écouter de ce côté-ci, à aller faire un tour avec leurs oreilles de ton côté. Et puis, sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Salut Bruno, à la semaine prochaine. L'innovation de la semaine. Les innovations de la semaine, c'est du côté de Berlin qu'on les trouve, puisque actuellement se tient le salon IFA ce week-end même et jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Grand salon européen, grand déballage de tech en tout genre. Alors j'y suis pas allé cette année, exceptionnellement, pour des raisons de disponibilité essentiellement. Mais bon, c'est pas une raison pour ne pas s'intéresser et suivre même à distance tout ce qui a pu être annoncé à travers les communiqués qui sont envoyés ici et là. Donc des téléviseurs toujours plus grand, toujours plus fin, ça c'est un grand classique du Salon de Berlin, pas de révolution à l'horizon, mais on vante la luminosité, on vante la finesse, etc. Des smartphones et des PC boostés à l'intelligence artificielle, avec notamment du copilote de Microsoft un peu partout. Et puis des petites choses plutôt insolites. J'ai retenu notamment de ce que j'ai vu passer un PC, un ordinateur portable avec une manette intégrée, ça c'est pour les gamers, c'est signé Acer. Un PC portable avec un écran pivotant, ça existe déjà, mais qui est motorisé. C'est signé Lenovo. Honnêtement, vu de ma fenêtre, ça me semble un peu gadget, parce que c'est ça aussi, les salons tech d'une manière générale et l'IFA en particulier. On présente des produits parce que ça fait de l'animation sur les stands, mais derrière, il n'y a pas toujours de véritable volonté de commercialisation. Et puis, en revanche, peut-être plus concret, du côté des smartphones, c'est Honor qui a présenté son nouveau smartphone pliant, présenté comme le plus fin du monde, et c'est vrai, il les bat tous, il bat notamment le Samsung Z Fold 6, c'est le Magic V3 de Honor, il fait à peine 9,2 mm lorsqu'il est plié, il coûte 2 000 €, ce petit joujou. Il vient concurrencer aussi le nouveau Pixel 9 Pro Fold de Google. Google a lancé 2 smartphones sous Android récemment. Le Pixel 9, qui est un gros succès auprès des journalistes spécialisés et des testeurs. Et puis la version pliante, donc le Pro Fold.
Voilà, du côté des tablettes, un produit qui a bien retenu mon attention parce que j'avais vu les versions précédentes l'année dernière. C'est sur le stand du chinois TCL. Ce sont des tablettes et même des smartphones également qui utilisent la même technologie assez originale avec un écran e-ink. E-ink, c'est-à-dire l'encre électronique, c'est ce qu'on trouve aussi sur les tablettes style, les liseuses style Kindle. Donc là, une nouvelle tablette Next Paper 14 a été présentée et puis il y a aussi 2 modèles de smartphones et ce sont donc des appareils avec un écran normal, mais avec un simple, en appuyant sur un bouton, on peut le basculer en mode de papier, en quelque sorte, enfin papier électronique, avec même 2 modes, un mode papier monochrome et un mode papier couleur. Quel avantage ? Eh bien, le fabricant TCL vante le fait que c'est moins fatigant pour les yeux, ça économise la batterie, mais surtout, l'avantage que je vois, et c'est peut-être parce que je reviens de vacances, tout comme vous, et vous savez qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, de consulter l'écran de son smartphone ou de sa tablette en plein soleil, parce qu'on ne voit rien du tout. Eh bien, avec ce type d'appareil, on peut lire et même travailler en plein soleil. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Les tablettes à écran e-ink, c'est un sillon que continue de creuser TCL. Il y a d'ailleurs une autre tablette qui a été dévoilée il y a quelques jours, mais pas à l'IFA, je crois. C'est le fabricant américain Remarkable, qui ne fait qu'un seul produit, mais le fait bien depuis pas mal d'années. Ça commence à séduire de plus en plus de monde, même si c'est beaucoup moins connu que toutes ces grandes marques de tech. Donc, une tablette essentiellement conçue pour prendre des notes. C'est l'objet mythique pour les étudiants et qui fonctionne aussi avec de l'encre électronique. Donc, nouvelle version c'est un grand format avec une diagonale de 11,8 pouces. Et la nouveauté, c'est l'arrivée d'un écran couleur, ce qui n'existait pas jusqu'à présent, pour un prix d'environ 650 €. Bon, la difficulté quand même de l'e-ink, c'est que c'est pas aussi réactif qu'un écran normal. En général, il y a toujours un peu plus de latence. Bon, à l'IFA aussi, on voit chaque année des lunettes de réalité virtuelle, des casques, etc. Et on peut signaler notamment ByteDance, la maison mère de TikTok, dont on parlait tout à l'heure, qui présente un casque de réalité virtuelle, le Pico 4 Ultra. C'est un casque milieu de gamme qui devrait donc concurrencer non pas l'Apple Vision Pro, mais plutôt le Meta Quest 3 de Meta, donc, et qui sera vendu environ 600 €. Enfin, à l'IFA, il y a une grosse tradition en matière d'électroménager. Chaque année, c'est le paradis des congélateurs, plaques électriques, enfin bref, des tas de choses pour la maison, avec de la tech ou pas à l'intérieur. Mais là, visiblement, grosse bataille sur les aspirateurs robots. De plus en plus de constructeurs proposent des aspirateurs robots. Il y a des marques comme iRobot, Roborock, qui est chinois, une nouvelle marque que je connaissais pas, qui s'appelle Dream, avec un E, ou Samsung, évidemment incontournable, qui fait des appareils comme ça depuis pas mal de temps. Donc des aspirateurs robots dont personnellement je ne saurais trop vous recommander l'usage, même si ça reste encore assez cher, mais c'est vraiment génial, surtout si vous le connectez à votre assistant vocal. Voilà, vous pouvez demander à Alexa ou Google, lance l'aspirateur, demande-lui d'aspirer la cuisine, parce qu'il y a une cartographie intelligente de la maison. Donc c'est vraiment pas mal. En plus, maintenant, ça aspire beaucoup mieux dans les coins, il sort mieux des tapis, des fils électriques, etc. Il y a ceux qui font que de l'aspiration, il y a ceux qui font de l'aspiration et du lavage, style serpillière connectée, et Samsung qui annonce même un modèle qui peut faire du nettoyage avec de la vapeur. Voilà quelques-unes des innovations présentées cette année au salon IFA de Berlin. Monde numérique, le meilleur de la tech. Allez, on passe aux interviews de la semaine de Monde Numérique. On va parler logiciels libres tout à l'heure, des logiciels qui peuvent rendre plein de services, mais à condition de les connaître. Ça tombe bien, il y a un bouquin qui sort là-dessus. Et puis avant cela, on part dans l'espace tout de suite. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique, l'hebdo premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés long format la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour Patrice Duboé. Bonjour. Vous êtes directeur de l'innovation aérospatiale et défense chez Capgemini. Et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous sur Monde Numérique en partenariat avec Capgemini et avec Technovision, l'observatoire des tendances tech de Capgemini. Alors d'ailleurs, avant toute chose, un petit mot de présentation. Rappelez-nous un peu ce qu'est à la fois Capgemini et puis ce qu'est Technovision.
Alors Capgemini, c'est un groupe français, c'est important, l'un des leaders mondiaux de la transformation numérique. Donc, nous sommes aujourd'hui un peu plus de 340 000 collaborateurs et experts répartis dans plus de 50 pays au niveau mondial. Et Technovision, de quoi s'agit-il exactement ? Technovision, en quelques mots, c'est le rapport annuel que publie Capgemini sur les tendances et innovations technologiques, et ce pour la 16e édition. Donc en fait, chaque année, nous allons sélectionner, mettre à jour 37 tendances digitales qui sont réparties dans 7 domaines des technologies de l'information et du numérique. Et donc ce rapport va permettre aux dirigeants d'entreprise, aux décideurs, d'avoir une synthèse des innovations qu'ils peuvent appliquer dans la transformation digitale afin de sélectionner celles qui sont les plus pragmatiques pour mettre en place et avoir des résultats tangibles dans un futur proche, mais également entrevoir quel est le futur, ce qu'on appelle l'horizon 3, pour savoir sur quelle tendance, sur quelle innovation il faut commencer à regarder, peut-être à faire des tests pour pouvoir utiliser ces technologies au sein de l'entreprise. Donc, on le voit de façon globale et depuis quelques années, nous avons décliné ce rapport par industrie. On sait qu'aujourd'hui, on ne va pas utiliser l'innovation numérique de la même façon dans le transport, dans le spatial ou dans la défense. Donc, on avait fait un premier rapport sur les services financiers. Ensuite, on l'a décliné pour les services publics. Ensuite, pour le domaine automotive, l'énergie. Et là, nous venons de publier le dernier rapport sectoriel sur les domaines aéronautique, spatial et défense. Alors le spatial, parlons-en justement pour ce premier rendez-vous. Une actualité très dense ces dernières semaines, ces derniers mois. Patrice Duboët, est-ce qu'on peut dire qu'on est à un tournant en matière de technologie spatiale ? Oui, je pense que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que le spatial est particulièrement ce qu'on appelle le New Space. Alors on peut peut-être dire ce qu'est le New Space. Le New Space est arrivé avec les constellations, ce qu'on appelle basse orbite, et avec la privatisation du space. Dans les dernières décennies, lorsqu'on parlait spatial, on pensait ESA, Agence spatiale européenne, on pensait CNES, on pensait NASA. On pensait pas à des compagnies privées. Pourquoi ? Parce que le spatial est quelque chose qui coûte très cher. Il faut beaucoup d'investissements pour construire un lanceur, pour l'envoyer, pour construire des satellites, pour les maintenir. Donc c'était un petit peu un domaine réservé aux organisations, aux pays. Il y a une entreprise qui a casé ce modèle, c'est SpaceX, avec Elon Musk. Et suite à ça, beaucoup d'autres ont suivi. Et pourquoi on est sur un virage ? On est maintenant sur beaucoup de satellites qui sont en basse orbite. Lorsqu'on parle de satellites, on a 3 orbites. L'orbite basse, 400 km d'altitude. Les plus connus qui étaient les satellites géostationnaires qui sont à 36 000 et la télévision qui est reçue par satellite. Et puis au milieu, on avait les moyennes orbites plutôt pour la partie GPS. Et alors pourquoi cette basse orbite, ces constellations, elle change la donne ? Parce que ça coûte moins cher. On comprend bien que ça coûte beaucoup moins cher d'envoyer un satellite à 400 km plutôt que de l'envoyer à 36 000. Donc déjà, c'est la première raison. La deuxième, vu que ça coûte moins cher, les prix baissent. Donc il y a plus de concurrence. Donc il y a plus d'acteurs. On a vu aussi maintenant qu'on peut réutiliser les lanceurs. C'était le premier big buzz de SpaceX. On a vu des lanceurs qui partaient, mais qui en plus arrivaient à revenir sur Terre et se poser en plus de façon synchrone. Donc ça a vraiment changé la donne. Et on parle aujourd'hui de Space for All. Donc chacun d'entre nous, depuis ce matin, on a probablement utilisé les satellites. On sait que dans les satellites, il y a 3 grandes missions. La première, c'est le GPS. Vous avez fait peut-être un running ce matin, Jérôme, sur les quais de la Seine. On ne peut rien vous cacher. Si vous avez une montre connectée, elle est connectée par satellite pour le GPS. Si vous êtes venu en voiture, Waze, c'est animé par satellite. Si vous avez regardé la météo hier soir, ce sont des satellites. Si vous avez regardé Google Maps, ce sont des satellites, dans la partie image. Et puis enfin, la troisième composante de satellite, après le GPS et l'image, c'est la partie télécom. Aujourd'hui, on transmet l'information par satellite. Si vous êtes isolé dans un territoire, vous avez peut-être du Starlink pour vous connecter ou du OneWeb. Donc aujourd'hui, les militaires, typiquement en théâtre d'opération à l'étranger, ont besoin du satellite pour communiquer. Donc on voit qu'aujourd'hui, tous ces services peuvent être fournis par des orbites basses, par des compagnies privées ou publiques. Donc voilà, il y a beaucoup de services aujourd'hui et c'est un tournant parce que de plus en plus de services, souvent gratuits, avec des parties militaires, des parties publiques, mais on voit aujourd'hui qu'on peut utiliser le satellite pour de nombreux services et encore plus demain. Ça veut dire, Patrice, que de plus en plus d'entreprises peuvent utiliser ces services ? Exactement.
Aujourd'hui, si on prend les grandes entreprises françaises, le CAC 40, je connais pas une seule entreprise qui n'utilise pas les services satellites. On peut prendre, par exemple, les assurances aujourd'hui utilisent les données de prévision météorologique pour vous envoyer des alertes. Attention, il va y avoir une tempête, merci de fermer vos volets. Donc, il y a plein de services aujourd'hui qui sont construits par rapport à ça. On a parlé de SpaceX, d'Ariane qui revient dans la cour, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour l'Europe. Mais il y a des petits acteurs un peu moins connus. On peut parler de Kinéis en France, qui est une constellation nouvelle pour connecter des objets. Donc on peut déjà dès aujourd'hui connecter des objets qui sont perdus dans la nature sans accès terrestre. Donc ça, ce sont des points qui sont importants pour pouvoir améliorer, par exemple, la logistique, suivre des camions partout, même en zone blanche, en montagne, récupérer des données météo pour l'environnement. Donc tout ça, ce sont des points qui sont utilisés par beaucoup d'entreprises. Encore une fois, sur une 3 composantes, soit la géolocalisation, soit la partie image, plus ou moins précise, soit la partie télécom pour connecter tous les points du globe. Sur le plan économique, Patrice Duboët, comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce secteur? Est-ce que demain, la moindre start-up pourra lancer son propre satellite, ou bien on va de plus en plus assister à l'émergence d'un marché enfin c'est déjà le cas, mais des professionnels qui vont prendre en charge ces missions-là? Alors, comme tout nouveau marché, au début, il y a un petit peu un emballement, on va faire feu de tout bois, donc il y aura des perdants, il y aura des déchets, pas que de satellites, mais de l'entreprise qui vont partir en banqueroute. Donc ça, c'est important parce que il y a eu un emballement, les fonds étaient facilement accessibles depuis quelques années. On voit que dans le côté start-up aujourd'hui, les investisseurs veulent être plus sûrs de leur retour. Donc non, tout le monde ne peut pas partir dans l'espace, du moins pas pour être rentable. Après, aujourd'hui, lorsqu'on parle de rentabilité économique, il se pose également une question politique, la partie souveraineté. Aujourd'hui, on sait que il y a des grands blocs. Il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a l'Europe, il y a encore la Russie, l'Inde également commence à prendre part dans cette bataille. Et dans l'une des véritables questions aujourd'hui, par rapport au support public, aujourd'hui, c'est important lorsqu'on a des startups, c'est-à-dire que l'État va investir ou co-investir. Et donc, il y a une vraie question de souveraineté. On l'a vu par rapport au dernier conflit, en particulier en Ukraine. On a vu que le spatial était l'une des clés pour gagner ou pour perdre une guerre. On l'a vu au tout début. Il y a eu des attaques de hackers qui ont bloqué des terminaux satellites pour bloquer les communications en Ukraine et puis par effet de bord en Europe. On le voit aussi sur le brouillage aujourd'hui. Pourquoi l'Europe avait investi sur le GPS européen qui s'appelle le GNSS Galileo? Parce qu'on ne voulait pas qu'en temps de guerre, les armées françaises dépendent d'un signal d'une constellation américaine. Donc on a créé le GPS européen qui s'appelle Galileo. Aujourd'hui, la même question se pose sur la partie télécom. S'il n'y a que SpaceX américain avec Starlink qui fournit un réseau satellite télécom haut débit, ce n'est pas envisageable ni acceptable pour d'autres pays. Donc c'est pour ça qu'il y a un nouveau projet qui s'appelle Iris Square, Iris Carré, pour construire une constellation européenne équivalente à Starlink, qui aura des applications publiques pour nous, privées, mais également militaires. Donc là, on voit bien qu'aujourd'hui, le spatial, c'est pas uniquement une guerre technologique et économique, mais c'est aussi une guerre géopolitique et géostratégique. On l'a vu encore une fois, vous pouvez très bien bloquer un ennemi en coupant ses câbles, en détruisant des antennes 5G, c'est très facile, en coupant un câble sous-marin, aller détruire une constellation satellite de plusieurs milliers de satellites. On voit que là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on voit également se profiler cette guerre stratégique de l'accès à l'espace. Merci beaucoup, Patrice Duboët, directeur de l'innovation aérospatiale et défense chez Capgemini et porte-parole de Technovision. Merci beaucoup. Bonjour Thierry Pigault. Bonjour Jérôme. Vous êtes journaliste spécialiste dans l'informatique, ça arrive à des gens très bien, et vous signez un livre, un guide pratique des logiciels libres. Alors, est-ce qu'on peut tout d'abord rappeler un peu ce que c'est que les logiciels libres ? Alors, les logiciels libres, c'est quelque chose de très ancien. C'est presque aussi ancien que l'informatique personnelle, puisque, grosso modo, on a vu arriver les premiers logiciels libres dans le milieu des années 80. Ça fait quand même déjà quelques temps. Presque avant
un certain temps avant même l'ouverture d'Internet à la sphère publique. Les logiciels libres, qu'est-ce que c'est? Ce sont souvent des logiciels qui sont développés au départ dans le monde universitaire, c'est-à-dire dans les universités, dans les centres de recherche, dans des écoles d'ingénieurs, souvent à l'initiative de groupes de recherche, de groupes d'études, et parfois même à l'initiative d'individus extrêmement talentueux qui décident de s'attaquer à un problème qu'ils rencontrent, par exemple, et de créer leur propre solution avec la démarche, je dirais, ouverte de la mettre à la disposition de tout le monde. Les logiciels libres vous garantissent la liberté d'utiliser le produit gratuitement et sans limitation, la liberté d'étudier la manière dont il fonctionne, c'est-à-dire que ce sont des logiciels pour lesquels il y a une très grosse documentation et toutes les fonctions sont documentées parce que le code même du logiciel est public. C'est-à-dire que les techniciens, les ingénieurs ont accès à la structure même du logiciel et ils peuvent l'étudier, le décortiquer, l'analyser, vérifier s'il n'y a pas des erreurs, des choses de genre. Donc on a des produits comme ça qui existent depuis parfois 30 ans, qui ont subi des évolutions largement aussi importantes que les produits qu'on connaît dans le domaine du commerce et qui sont des outils extrêmement efficaces. Alors certains sont connus, plus ou moins connus, comme Firefox, VLC, LibreOffice, Thunderbird, pour l'email par exemple. Et donc ce sont des logiciels qui peuvent rendre service au grand public. C'est des produits qui ont d'abord pour finalité d'être efficaces, aussi efficaces que des produits qui existent par ailleurs dans le commerce, voire parfois plus efficaces. Tu viens de citer par exemple la suite LibreOffice. C'est une suite de logiciels extrêmement complète qui sert à la bureautique. Donc, on trouve dedans un traitement de texte, un tableur, un logiciel de présentation, un gestionnaire de fichiers pour collecter des données. C'est largement aussi efficace qu'un produit, on peut le citer, qui est Microsoft Office. Au Google Doc, etc. Voilà. Bon, par exemple, LibreOffice, en France, il est très utilisé déjà dans l'administration. Il l'est encore plus, par exemple, dans l'administration en Allemagne, tout simplement parce que lorsqu'on a plusieurs milliers de licences à payer chaque année pour l'utilisation d'une suite bureautique, ça finit par faire une somme importante. Et si on a une suite de logiciels libres qui est aussi efficace, bien évidemment, c'est autant de budget économisé qui peut être investi plus intelligemment ailleurs, sur l'humain, sur la formation, sur le social. C'est une démarche qui peut être extrêmement vertueuse. Mais Thierry, est-ce qu'aujourd'hui, on n'utilise pas d'abord de plus en plus des logiciels en ligne, ce qu'on appelle les SaaS, et même de plus en plus sur son smartphone ou sa tablette éventuellement, beaucoup plus que sur son ordinateur en fait? Alors, c'est vrai que les applications professionnelles sont souvent aujourd'hui proposées. Je pense par exemple aux applications de gestion, aux applications qui vont faire des factures, qui vont éditer des factures, qui vont éditer des feuilles de paye, qui vont gérer des notes de frais. On sait que tout un tas d'opérateurs qui sont pas des éditeurs de logiciels, je pense par exemple à des banques, je pense par exemple à des sociétés d'assurance, elles vont vous proposer des applications qui fonctionnent sur votre smartphone, qui fonctionnent sur votre ordinateur, avec laquelle vous allez pouvoir faire votre gestion. Bien évidemment, ces outils-là ne vont pas trouver demain dépendant dans le logiciel libre. J'ajouterais quand même qu'un certain nombre de ces sociétés qui vous proposent des très très belles applications extrêmement efficaces et il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser, beaucoup de ces entreprises s'appuient sur des outils de développement qui, eux, fonctionnent sur du logiciel libre. On utilise donc du logiciel libre bien souvent sans le savoir. Alors, on utilise tous les jours, tous, du logiciel libre sans le savoir. Par exemple, l'encyclopédie numérique libre Wikipédia, les innombrables articles qu'elle contient, mais pas uniquement elle-même, les innombrables encyclopédies wiki qui peuvent exister à travers le monde et qui s'appuient sur un logiciel extraordinaire qui s'appelle MediaWiki, qui permet de faire ces belles pages bien structurées avec ces petites colonnes de réserve, avec les index qui permettent de retrouver tout un tas d'informations synthétiques très rapidement au fil d'un article. Eh bien, ce logiciel qui s'appelle MediaWiki, c'est un logiciel qui est sous licence libre GPL.
Dieu sait si nous sommes des millions de personnes à les utiliser chaque jour. Et je dirais aussi que en 2023, on n'a pas encore les chiffres pour cette année, bien évidemment, mais en 2023, les 2/3 des sites d'information créés ou remodelés sur Internet, c'est-à-dire les sites qui ont été soit créés ex nihilo, soit refondus, les 2/3, ça fait 66%, ont été créés en se basant sur un seul et unique logiciel de gestion de contenu qui s'appelle WordPress et qui est lui aussi un logiciel libre distribué sous licence GPL. Aujourd'hui, ce logiciel anime 40% des sites Internet accessibles au public dans le monde. Il y a par exemple pour le montage vidéo des applications comme Shotcut ou Kdenlive. Il y a des outils de montage par exemple audio comme Audacity ou Tenacity qui sont extrêmement simples d'accès. C'est-à-dire que on peut très bien aujourd'hui commencer à se faire la main avec un outil de montage audio ou un outil de montage vidéo multipiste numérique comme Shotcut, qui est un produit que moi j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup parce qu'il est quand même très accessible. On peut commencer à se faire la main au montage numérique avec cette application-là. Et si demain, par exemple, on est obligé de travailler dans une entreprise qui a l'habitude d'exploiter un logiciel commercial, eh ben, on aura acquis les bons réflexes, les bonnes techniques, les bonnes pratiques de travail qui permettront sans problème de s'adapter à un outil différent sans avoir nécessairement dépensé plusieurs milliers d'euros quand on avait une utilisation exclusivement, personnelle. Et puis, il y a dans le logiciel libre des outils qui sont extraordinaires. Moi, j'aime bien citer cette application qui s'appelle Stellarium, qui est un planétarium virtuel et qui nous permet de redécouvrir le ciel nocturne. On peut se balader avec ça sur son ordinateur, mais on peut aussi l'avoir sur son smartphone. Et quand on est la nuit quelque part, on peut s'amuser à ouvrir cette application, regarder le ciel, découvrir les étoiles qui sont au-dessus de nos têtes. C'est quand même merveilleux, non ? Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Thierry Pigaut, donc auteur de ce livre, Le guide pratique des logiciels libres aux éditions du Puy Fleury. Merci beaucoup. Monde numérique l'hebdo se poursuit et on va retrouver, comme chaque mois, le prospectiviste Olivier Parent du podcast Écho du futur qui décrypte les films de science-fiction et qui nous parle aujourd'hui d'un petit robot qu'on a tous vu au moins une fois. Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde numérique de Jérôme Colombin et Futur Hebdo, le média de nos futurs immédiats. En plus d'être un merveilleux film d'animation, le film Wall-E a le mérite de poser plusieurs questions de prospective environnementale au travers de l'étrange et touchante idylle robotique entre Wall-E, le maladroit, et la belle Eve aux lignes épurées. Pourtant, le début du film ne présente rien de bien joyeux ou de radieux. On découvre un petit robot, Wall-E, qui inlassablement compacte et empile des déchets. Au gré de ses pérégrinations dans une ville fantôme, en ruine, on comprend vite que ces déchets proviennent d'une humanité consommatrice à l'excès et qui brille par son absence. Pourquoi l'humanité n'a-t-elle pas pu s'empêcher de détruire l'écosystème planétaire dont elle dépend ? Que signifie le fait que cette même humanité a laissé la tâche du nettoyage aux machines ? Et pourquoi l'humanité a-t-elle consommé tant consommé ? Au nom de quoi s'est-elle autorisée ce que, dès aujourd'hui, on nomme une prédation excessive sur le milieu naturel ? L'humanité porterait-elle en elle une tendance à l'autodestruction ? À la suite de cette énumération, il faut cependant prêter attention à une chose. À utiliser le terme « humanité » à toutes les sauces, on essentialise cette même humanité. On met ainsi tout le monde dans le même sac, oubliant la diversité des destins des peuples et des nations qui, à l'échelle de la planète, sont loin d'être égaux. Essentialiser, c'est effacer la responsabilité individuelle, dédouanant chaque femme et chaque homme de la responsabilité attachée aux notions d'individus, de citoyens, de consommateurs qui, par leurs actes, construisent l'avenir. Dans le film, en réponse à la situation intenable, donc non durable, qu'elle a elle-même créée, l'humanité choisit la politique de la planète B. Si ce n'est que dans le film, la planète B n'en est pas vraiment une. Il s'agit de l'Axiom, un immense vaisseau spatial
qui conserve l'humanité le temps que la Terre soit nettoyée, restaurée. L'Axiom fait partie d'une flotte qui n'est aperçue qu'à la fin du film. Mais de quelle taille est ce vaisseau ? Et combien de passagers embarque-t-il ? Ce qu'on va appeler la flotte de sauvegarde terrienne est forte de combien de vaisseaux similaires à l'Axiom ? Et combien d'humains n'ont pas pu embarquer dans ces arches au moment de l'évacuation de la planète voilà 7 siècles, précision donnée dans le film. Parce que le nom dit du plan Planète B, le voile pudique que l'on dépose sur la réalité est bien cette dernière question, celle des laissés pour compte, celle des femmes et des hommes qui n'auront pas embarqué. Ils n'auront pas été sélectionnés pour des raisons financières, à cause de leur nationalité. Certains critères seraient-ils stratégiques entre les nations ou génétiques entre les individus ? Le film Wall-E pose aussi la question des rapports humains avec les machines, et c'est bien une question environnementale. Au-delà du thème récurrent du risque d'asservissement de l'humanité aux machines, sujet facile mais qui donne la tension nécessaire à l'avancée du film, la vraie question est celle de la liberté. Autrement dit, l'humanité, en confiant aux machines tout ou partie de ses tâches habituelles, ne leur confie-t-elle pas dans les faits son destin ? Nombre de laboratoires et de start-up travaillent sur le développement de diverses formes de Wall-E pour dépolluer les océans, les terres contaminées, ramasser et trier les déchets. Mais que peuvent ces machines si, du fait de la persistante inconséquence de l'humanité, l'environnement se détériore plus vite qu'ils n'agissent ? Quoi que ces machines soient en capacité de faire, peu importe leur puissance ou leur autonomie d'action, il va leur falloir du temps, tout comme la nature va en avoir besoin pour déployer sa résilience. Reste à savoir si l'humanité a encore du temps devant elle pour mettre en œuvre tous ces beaux projets et si surtout elle en a collectivement la volonté. Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur, une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste. C'est la fin de Monde Numérique l'hebdo. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Retrouvez éventuellement ces interviews en version longue la semaine prochaine sur le fil du podcast Monde Numérique. Retrouvez aussi le podcast Écho du futur auquel vous pouvez vous abonner séparément. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'abord, en début de semaine, il y aura la keynote Apple très attendue lundi soir 9 septembre, présentation de l'iPhone 16. On en parlera dès le lendemain matin. Et puis, samedi prochain, bien sûr, nouvel épisode de l'hebdo. D'ici là, n'oubliez pas de noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute, si la plateforme le permet, Apple, Spotify, etc. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je remercie cette semaine Alzheimer, PR08370, étrange pseudo, tout ça, Fanfan Oui Oui ou encore Mimi3638. Toutes mes excuses aussi à tous ceux qui avaient posté depuis très longtemps des commentaires sur Spotify que je viens à peine de découvrir. Ils étaient en attente de validation. Ça y est, je viens de les valider. Donc si vous avez posté un commentaire sur Spotify il y a 2 mois ou il y a 15 jours, soyez pas étonnés, je l'avais pas vu, je suis désolé. Mais voilà, ça y est, maintenant c'est fait, c'est en ligne. Et il y en a beaucoup, donc merci à tous. Sachez que vous pouvez également soutenir financièrement Monde Numérique si vous le souhaitez. Il suffit d'aller sur le site mondenumérique.info et de cliquer sur le petit lien qui est en haut de l'écran. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech. Salut.